Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la crise au Burundi et le bras de fer entre pouvoir et opposition. L'Union africaine appelle à reprendre rapidement le dialogue au Burundi où les ONG continuent de dénoncer une dégradation de la situation des droits de l'homme. La Chine, premier partenaire commercial du continent, une relation qui s'est accélérée au cours des 10 dernières années avec une croissance des échanges d'environ 20% par an, mais que se cache derrière ce partenariat pour de nombreux pays africains. Pékin fait main basse sur le continent, le décryptage à suivre dans ce journal. L'Afrique se prépare activement pour la 43e session du Comité du patrimoine mondial. À Ouagadougou, le groupe 5A a fait le point sur la stratégie africaine globale à adopter dans le cadre de cet événement. Au Burundi, à un an de l'élection présidentielle prévue en 2020 et alors que des ONG redoutent que la situation ne se dégrade encore. Pour les Burundais, l'Union africaine exhorte les parties prenantes à la crise à dialoguer. Négociations au point mort depuis fin 2018, prolongeant ainsi la crise déclenchée depuis l'annonce controversée du président Pierre Nkurunziza en 2015 de briguer un troisième mandat. Solène Duplessis. Afin de permettre la réconciliation nationale au Burundi, l'Union africaine a préconisé ce 14 juin devant le Conseil de sécurité de l'ONU la reprise du dialogue dans les plus brefs délais en vue de la présidentielle prévue en 2020. La 5e session du dialogue inter-burundais s'est clôturée fin décembre 2018, mais le pays reste confronté à une crise politique et sécuritaire. Le Burundi a besoin de gestes d'apaisement pour que le climat politique devienne au fur et à mesure que nous avançons vers cette date de 2020 ne soit pas rendu encore plus fragile et que nous puissions quand même nous assurer de l'inclusivité qui reste nécessaire à cet effet. Le dialogue inter-burundais vise à mettre fin aux tensions depuis la décision contestée du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en 2015. À l'approche des prochaines élections générales, l'Union africaine recommande d'accélérer la mise en place de conditions favorables à l'organisation d'élections libres et transparentes. En ce qui concerne nos dialogues entre les partis politiques, en vue de l'organisation des élections de 2020, il se poursuit normalement au Burundi dans un esprit d'ouverture et de tolérance politique. Ma délégation rappelle que c'est par ce dialogue que la quasi-totalité des décisions qui ont été prises au Burundi ont été consensuelles. Les nombreux points de divergence entre le gouvernement et l'opposition ont conduit les partis à demander l'organisation d'une nouvelle session de dialogue au président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise. Notons que la crise politique et sécuritaire qui sévit dans le pays a déjà fait plus d'1 millier de morts selon l'ONU. À Caen, un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Chine. Plusieurs pays, notamment d'Afrique de l'Est, n'hésitent plus à parler d'un déséquilibre commercial énorme en faveur du géant asiatique. La Chine, elle, se dit prête à renégocier les accords avec la communauté de l'Afrique de l'Est. Marcel Farba-Maroun. La Chine prête à lancer des négociations commerciales avec la communauté d'Afrique de l'Est conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Un accord commercial a même déjà été envisagé, mais très vite, des plaintes exprimées par les autorités kenyanes ont évoqué un déséquilibre dans les échanges avec la Chine qui avantagerait l'Empire du Milieu au détriment des pays formant cette communauté. L'Afrique a la capacité et l'aptitude d'atteindre son développement d'autosuffisance. En tant qu'étrangers ou en tant qu'amis et partenaires, nous souhaitons simplement leur apporter une assistance bien entendue à la demande des pays africains. Les exportations de nombreux pays d'Afrique de l'Est vers la Chine, l'un des plus importants partenaires commerciaux, sont éclipsées par les importations de produits manufacturés tels que l'électronique et d'autres équipements d'usine. À titre d'exemple, en 2018, le Kenya a importé des marchandises d'une valeur de 370,8 milliards de shillings en provenance de la Chine, alors qu'il n'a exporté que pour 11,32 milliards de shillings durant cette période. Le développement de la base industrielle pourrait aider à rectifier ce déséquilibre, selon des spécialistes. Ce dont nous avons besoin, c'est des programmes qui vont au-delà de la
politique. Ceci régirait ensuite les interactions entre le Kenya ou la zone de l'Afrique de l'Est avec la Chine en ce qui concerne même le développement des infrastructures, le transfert des connaissances, le savoir-faire technologique. À l'instar de plusieurs pays africains, le Kenya a eu recours à la Chine pour le financement de ses routes et voies ferrées. Il participe également à l'initiative La Ceinture et la Route ou Route de la Soie qui vise à améliorer les routes commerciales terrestres et maritimes entre la Chine et l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le gouvernement rwandais a présenté jeudi le budget 2019-2020 au Parlement, budget de près de 3 000 milliards de francs rwandais qui sera financé par des ressources propres à hauteur de 68,3%. Reportage entre correspondants, Fraternunda Kaisenga. Ce 13 juin, le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique a présenté le budget national pour l'année fiscale 2019-2020 qui débute le 1er juillet prochain. Le budget s'élève à 2 800 milliards de francs rwandais, contrairement à 2 500 milliards pour l'année écoulée. 57% de ce budget sera dédié à l'implémentation du programme de transformation nationale. Pour atteindre nos objectifs de financement, nous allons augmenter les ressources nationales. Pour y arriver, nous allons revoir notre loi sur la taxe pour faire en sorte que chaque commerçant puisse délivrer une facture électronique. Ainsi, nous pourrons accroître nos revenus pour mieux financer nos projets. Le budget a été adopté à 100% par les deux chambres du Parlement rwandais, mais quelques parlementaires se sont inquiétés de l'absence du financement pour le développement de la petite enfance. Je ne suis pas d'accord avec le fait que la plus grande partie du budget dédié à l'éducation soit répartie à l'éducation tertiaire et que l'éducation de base prenne seulement 7%. Comme une économie basée sur les connaissances, il faudra mettre l'accent sur les racines. Par exemple, je ne vois pas d'argent qui sera alloué au développement de la petite enfance. Avec une croissance de 7,5% par an, le Rwanda fait figure de virtuose économique en Afrique. Ce budget financera les projets qui font la promotion dans l'industrialisation pour la création d'emplois et une croissance économique inclusive. Il sera financé à 68,3% par les ressources nationales. Et rien ne s'arrange pour la South African Airways qui se trouve depuis 10 ans en pleine zone de turbulence. La compagnie nationale aérienne sud-africaine fait appel à l'État. Elle sollicite plus de 260 millions de dollars pour pouvoir faire face à ses créances, mais aussi pour pouvoir relancer ses activités. Solène Duplessis. La South African Airways sollicite à nouveau une aide financière du gouvernement sud-africain. La compagnie aérienne nationale demande 266 millions de dollars pour soutenir ses opérations jusqu'à la fin de l'exercice financier en cours. Depuis 2011, l'entreprise publique cumule les pertes financières exacerbées par le manque de financement pour régler sa dette. Nous sommes en pourparlers avec les prêteurs au sujet du remboursement des 3,5 milliards de rand et de la prolongation des 9,2 milliards de rand sur une longue période de temps. Le remboursement des 3,5 milliards de rand nous ouvre la porte à des liquidités supplémentaires pour l'exercice financier en cours. Le gouvernement a procédé à des opérations de sauvetage qui n'ont pas suffi à consolider le bilan de la South African Airways. Le ministre des Finances, Tito Mboweni, avait proposé en novembre 2018 de fermer la compagnie aérienne qui représente une lourde charge pour le gouvernement. Une proposition refusée par le président Cyril Ramaphosa qui s'est engagé à rétablir les finances des sociétés d'État. Je pense que la situation de South Africa Airways est assez illustrative de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du transport aérien. La plupart des compagnies sont en difficulté et nécessitent une intervention financière de l'État. Il y a donc ce dilemme entre est-ce qu'il faut maintenir une gestion publique de ces compagnies ou alors opter pour une gestion privée, totalement privée. En regardant les difficultés d'une compagnie aérienne telle que South Africa Airways, il ne faut pas oublier que le transport aérien est aussi un instrument de souveraineté. Donc, un grand pays comme l'Afrique du Sud peut-il se résoudre à ne pas avoir de compagnie aérienne qui fonctionne? C'est une première question. Le PDG de la South African Airways, Vuyani Jarana, prévoyait un retour à la rentabilité d'ici 2021 grâce à un plan de redressement. Toutefois, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette stratégie de relance ont conduit à la démission de ce dernier début juin. Zukisa Ramassia a été désignée directrice générale pour assurer l'intérim.
Après 4 jours de travaux, la rencontre du groupe 5A s'est clôturée à Ouagadougou le 13 juin. Le Burkina Faso, qui vous le savez, s'apprête à inscrire un autre de ses sites au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Et à quelques jours de l'ouverture en Azerbaïdjan de la 43e session du comité du patrimoine mondial, cette rencontre qui s'est déroulée dans la capitale burkinabé a été cruciale sur le plan de l'évaluation des biens culturels africains. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Vers une stratégie globale à mettre en œuvre en vue d'une meilleure présentation des biens culturels africains qui seront en compétition pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. Moins de 2 semaines avant l'ouverture de la 43e session du comité du patrimoine mondial à Bakou en Azerbaïdjan, il s'est agi pour les experts africains du domaine d'examiner à Ouagadougou l'état du patrimoine mondial sur le continent et de sensibiliser les populations à sa conservation. Premièrement, il y a ce qu'il faut faire à l'intérieur de nos pays, par la sensibilisation des autorités, par la formation des cadres à même de travailler sur ce patrimoine culturel. Ensuite, il y a tout un lobbying qu'il faut faire auprès de certains partenaires qui peuvent mettre des ressources à la disposition des pays africains. Le manque d'efficacité dans la gestion du patrimoine expose les biens culturels à des risques, d'où la nécessité pour les experts qui se sont réunis du 10 au 14 juin dans la capitale burkinabé d'œuvrer à ce que le continent propose davantage de biens à inscrire sur la liste du patrimoine mondial, des biens qui toutefois devront remplir les caractéristiques de valeur reconnues au plan universel, scientifique, artistique et ethnographique. Une fois inscrit sur la liste, il présente plusieurs avantages, ce qui signifie que le réserviste dépositaire du financement du patrimoine mondial peut le conserver une fois que le problème de sa destruction se pose, comme vous l'avez vu au Mali. Seul bien de l'Afrique subsaharienne en compétition sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit des sites de métallurgie ancienne du fer que les Africains auront à défendre en fin juin devant le comité du patrimoine mondial. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.